Hello, hello. Bonjour à tous. Hop. Alors, tac, je vais commencer à mettre en place mon truc. Donc, bienvenue à tous pour la matinale. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit récap sur la COP26, voir un petit peu ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Et, et on va parler donc du coup du nucléaire parce que ça a été mis sur la table lors de la COP26. Et du coup, je voulais parler des solutions de la COP26. Néanmoins, on a le petit souci qu'on a, c'est que c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été dites à la COP par rapport au nucléaire que voilà quoi. Donc on n'a pas trop le choix. On va en parler. Alors, déjà pour commencer, on va... Je suis désolée si vous entendez le chien derrière. Allez, va te coucher. Au dodo. Donc du coup... tac, 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 tac. Donc on va commencer par la COP26. Ok, juste une petite chose, on va parler déjà de la météo du jour, comme d'habitude. Voilà, voilà, la petite météo du jour, la matinale, c'est sympathique, on aime bien. Météo France. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, nous avons... Hop, voilà. Alors, vendredi 12, lente amélioration vers la Méditerranée, arrivée d'une perturbation peu active par le nord-ouest. Du Roussillon à PACA et sur la Corse. Le ciel est encore très nuageux, les pluies sont encore fréquentes et parfois accompagnées d'orages près de la mer en début de journée. Mais au fil des heures, les averses s'atténuent peu à peu. Sur le rang de Languedoc, des éclaircies se développent même l'après-midi. Sur les Pyrénées, les nuages dominent toute la journée avec quelques gouttes possibles. Sur la Bretagne, le Cotentin, le ciel se couvre le matin et peut donner des petites pluies. Le temps est couvert et faiblement pluvieux. Ce temps couvert et faiblement pluvieux s'étend au pays de la Loire et tout au littoral de Manche l'après-midi, puis jusqu'au Hauts-de-France en fin de journée. Sur le reste du pays, les brouillards sont fréquents, voire généralisés et parfois denses jusqu'en mi-journée. J'espère que vous m'entendez bien. Donc jusqu'en mi-journée, où suis-je? Localement givrant dans le Grand Est. Il se dissipe très lentement et des éclaircies sont de retour. Mais des grisailles peuvent persister localement, en particulier vers le plateau lorrain, la plaine, je vais y arriver ce matin, la plaine d'Alsace, le Val de Saône et en Midi-Pyrénées. Les températures donc minimales vont de 4 à 8 degrés sur les côtes de la Manche Atlantique ainsi que de l'Aquitaine à la PACA, de 9 à 15 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, elle s'abaisse encore jusqu'à moins 3 à plus 2 degrés sur le reste du pays. Les maximales vont de 6 à 11 degrés du Grand Est à la Franche-Comté et le Val de Saône. Elles atteignent 11 à 16 degrés sur le reste de la moitié nord, 12 à 18 degrés sur le sud du pays, localement 19. Voilà, voilà. Donc la petite météo de la matinale. Et maintenant, on va enchaîner avec la COP26. Alors, donc, on va commencer par celui-là. Vous voyez bien, c'est très bien. Donc, COP26, quel bilan une semaine après le début des négociations? Donc, voilà, ça c'était la semaine, ça date du 8-11, nous sommes le 12, donc on va voir un petit peu ce qui s'est dit. Donc la COP26 est ouverte le 1er novembre dernier à Glasgow et de nombreux experts du climat comptent sur les discussions qui y sont menées pour contenir le réchauffement de la planète. Mais qu'en est-il des engagements de la communauté internationale une semaine après le début des négociations? Le président de la COP26 l'avait annoncé avant le début du sommet. Il sera plus difficile de parvenir à un accord cette année à Glasgow que lors de la COP21 en 2015, qui avait permis la signature de l'accord de Paris sur le climat. Malgré les promesses ambitieuses de 2015, notamment sur la limitation de l'augmentation de température de la Terre à 1,5 degré Celsius d'ici à 2100, les engagements pris avant le sommet par les chefs d'État
sont pour le moment trop faibles pour réussir ces objectifs. Depuis le début du sommet, les participants de la COP26 ont pris un certain nombre d'engagements. Alors, vous allez voir donc qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de l'énergie fossile, c'est-à-dire voilà, le charbon, etc. Mais vous verrez qu'il y a des choses qui n'ont pas été, je dirais, par rapport au nucléaire, il y a des choses on va en parler, et il y a des choses qui sont absolument du greenwashing, voilà, pour être clair. Donc, vers la fin du charbon, jeudi 4 novembre, une quarantaine de pays se sont engagés à abandonner le charbon d'ici 2030 pour les pays développés et d'ici à 2040 pour les nations les plus pauvres. Parmi les signataires de cet accord, certains des plus gros consommateurs mondiaux, le Canada, l'Ukraine, le Chili, le Vietnam, mais aussi la Pologne, ces pays s'engagent également à ne plus financer de nouvelles centrales charbon, ni sur leur territoire, ni à l'international, et à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. On verra ce que ça donne. Donc, une annonce importante puisque le charbon est considéré comme l'un des principaux contributeurs du réchauffement climatique. Cependant, les poids lourds de la consommation mondiale de charbon n'ont pas pris part à cet accord, à savoir les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon ou encore l'Australie, bien que certaines de ces nations se soient engagées à ne plus financer la construction de centrales à l'étranger, mais vont continuer à le faire chez elles. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Voilà. Après, je veux dire, c'est compliqué. Je pense que le plus compliqué les deux pays qui ont un gros problème avec ça, pour moi, c'est l'Inde et la Chine, dans le sens où c'est des pays qui sont immenses, qui sont majoritairement... la Chine est en pleine émergence. L'Inde commence à l'être aussi, mais moins. Ils ont beaucoup de retard, je dirais, de différence par rapport à nous. Néanmoins, comment dire, ça risque d'être compliqué pour eux de changer ça de suite. Voilà. Ça peut être compliqué de se passer du charbon d'un coup, quoi. Donc ensuite, on a diminué les émissions de méthane. Une centaine de pays se sont engagés dans le pacte global pour le méthane, à réduire d'au moins 30% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ces pays, dont le Canada, le Japon, les États-Unis, l'Union européenne ou encore le Brésil, représentent 40% des émissions mondiales de méthane. C'est tout le premier accord mondial de ce type. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est bien. Après, voilà. Donc, ils l'ont dit. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est toute la question. Nous le saurons dans quelques années. On verra si d'ici là... pardon. Si d'ici là... ils tiennent leur parole, ils réalisent tout ça, quoi. C'est pas juste des paroles pour calmer les gens par rapport à ça, qui manifestent et qui veulent qu'il se passe des choses, quoi. Il faut qu'ils passent à l'action. Donc le méthane est le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine après le dioxyde de carbone. Il est émis notamment par l'industrie agricole et les élevages, les combustibles fossiles et les déchets. Même s'il fait moins parler de lui, son effet de réchauffement climatique est environ 29 fois plus important par kilogramme que celui du CO2 sur un horizon de 100 ans et environ 82 fois sur une période de 20 ans. Cependant, comme pour le charbon, certains des principaux émetteurs de méthane ont refusé de signer ce pacte, à savoir la Chine, la Russie et l'Inde. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, limiter la déforestation. Pour enrayer la déforestation qui participe au réchauffement de la planète et donc au changement climatique, une centaine de pays abritant plus de 85% des forêts du monde, dont le Brésil avec la forêt amazonienne, le Canada et sa forêt boréale, ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo, se sont engagés à préserver leurs écosystèmes. Les États-Unis, la France, la Chine, l'Australie ont aussi signé cet accord. Donc on va voir si ils tiennent leur parole aussi vers chez nous. De mettre fin à l'abattage à l'échelle industrielle des arbres d'ici 10 ans. Voilà, donc ils se laissent quand même du temps. Je dirais que c'est réalisable dans la mesure où ils se donnent du temps. Donc on va dire, voilà, j'espère qu'ils vont le faire, quoi. Cette initiative va bénéficier d'un financement public et privé de 19,2 milliards de dollars
donc 16,5 milliards d'euros. Une avancée majeure selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de la COP26 à Glasgow, qui a rappelé que ces forêts sont essentielles à notre survie même. Oui, clairement, oui. Si on n'a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Hein. Comme s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de penser que l'humain est complètement séparé de la nature et de l'environnement. Je veux dire, on fait partie de ça. Certes, on a construit des routes, certes, on vit dans du béton, pour la plupart d'entre nous, mais je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on vient tous de la terre-mère. Hein, je veux dire, on vient autant de la terre que la fourmi vient de la terre, que le chien vient de la terre, que les oiseaux viennent de la terre. Je veux dire, on est tous des êtres terrestres. Donc, à un moment donné, qu'on soit des insectes, des mammifères ou que sais-je, il faut bien penser une chose, c'est que l'homme est lié à la planète. Donc, si on la détruit, on détruit non seulement l'environnement, mais on se détruit nous-mêmes aussi. Voilà. Donc voilà, il dit et qu'elles sont malheureusement en train de reculer à un rythme alarmant de 27 terrains de football chaque minute. Enfin, c'est aberrant. Dans 27 terrains de football rasés de forêt à chaque minute. Donc en fait, la planète elle est en souffrance absolue là. C'est horrible. C'est bien. Donc oui, effectivement, il serait temps d'arrêter de faire des bêtises, quoi. Mais bon, est-ce qu'il aurait fallu déjà commencer à faire ça, quoi? C'est là où... on peut pas refaire le monde, mais... À quoi bon avoir détruit quelque chose pour après se rendre compte qu'on a fait des bêtises? C'est vraiment... Il n'y a pas de... c'est compliqué, quoi. Donc, encore beaucoup d'autres chantiers à négocier. Si Boris Johnson a fait part de son enthousiasme concernant les divers accords auxquels les participants à la COP26 sont parvenus, du côté des experts, la lutte contre le changement climatique est loin d'être gagnée, clairement. Nous sommes à la COP26, alors ça fait plus d'un quart de siècle que nous parlons. Nous avons fait des progrès, mais pas assez rapidement, a déclaré Inger Andersen, à la tête de l'ONU Environnement, à l'issue de la première semaine de négociations. Nous savons depuis longtemps que nous devons agir, nous connaissons depuis longtemps les solutions, et nous avons vu des changements, mais nous devons accélérer, a-t-elle plaidé. C'est tellement logique. Cependant, la possibilité de parvenir à un accord lors de cette deuxième semaine de discussion s'annonce plus complexe. Et vous allez voir pourquoi. En effet, d'importants chantiers vont être étudiés et ce ne sont pas ceux où il sera le plus aisé de convaincre les nombreux participants. En effet, dès ce lundi, l'épineuse question du soutien financier aux pays riches et des pays plus vulnérables sera abordée. Donc on va voir ce que ça donne. Alors que dès 2019, les pays développés étaient engagés à verser 100 milliards d'euros par an dès 2020 aux pays les plus pauvres. Première victime du réchauffement climatique. Donc ça n'a pas été fait. Voilà. 20 milliards manquent toujours à l'appel cette année et selon les prévisions de la présidence de la COP26, cet objectif ne sera atteint qu'en 2023. Il leur faudra alors trouver comment répondre aux pays pauvres qui comptaient sur le sommet pour négocier une augmentation de cette enveloppe qui leur permet d'une part de s'adapter au changement climatique et d'autre part de faire la transition vers des énergies plus vertes et limiter leurs émissions. Donc en fait c'est un acte, je dirais, social solidaire envers les pays les plus défavorisés et les plus pauvres pour leur donner l'opportunité, du coup, c'est redistribuer les richesses. Et je trouve que ça, c'est très bien. Voilà, donc il manque 20 milliards, pardon, pas 20 000 euros, ce serait très peu. Il manque 20 milliards d'euros cette année, mais c'est quelque chose qui se fait. Et ça, c'est quelque part, c'est bien, dans le sens où ça va permettre aux autres de ne pas se retrouver trop en décalage au niveau énergétique et au niveau développement durable par rapport aux pays développés. Donc ça permet qu'il y ait une croissance commune, ce que je trouve très très bien. Néanmoins, voilà, est-ce que ça va être réalisé à 100%? Je ne sais pas. C'est à ça qu'il faut voir. Donc ça, c'était le premier article. Et maintenant, on va parler donc de celui-là. Alors ça, c'est alors, est-ce que c'est celui-là que je voulais lire?
Bon, ça vient un peu... Là, cet article-là, donc, il vient un petit peu répéter ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'était la semaine dernière, il disait, voilà, qu'il y a beaucoup de paroles mais peu d'actions, qu'il y a tous les militants, voilà, de toutes ces... tous ces militants-là qui disent que, justement, il y a beaucoup trop de paroles, pas assez d'actions, etc. Donc, voilà, c'est... Ils attendent un petit peu de voir la deuxième semaine. Bon, alors, je vais chercher mon article de la deuxième semaine. Alors, du coup, on va parler de ça. Donc ça date du 10. Et donc, c'est là où... C'est cet article-là que je voulais lire pour vous montrer, en fait, le hic de la COP26 et qui, pour moi, je dirais, était le plus important, mais ça n'a pas vraiment été pris en considération à 100%. Et même, je dirais que M. Macron va aller encore plus loin là-dedans. Donc on va déjà lire celui-là. Pardonnez-moi, hein. J'ai attrapé un peu froid. Quand on est du sud et qu'il pleut une semaine, on a du mal à s'en remettre. Et pourtant, j'adore l'hiver, hein, mais alors là... Ah, bon, pardonnez-moi. Donc, je voulais aussi donc vous parler de ce média-là, qui s'appelle Reporter. C'est un média libre, qui n'est pas financé par des grosses entreprises ou des gros machins. Tous leurs articles sont gratuits, vous pouvez faire des dons. Je voulais vraiment en reparler. Donc là, maintenant, on va avoir que des articles de Reporter jusqu'à la fin de la matinale. Parce que c'est des médias dans lesquels, étant donné qu'il n'y a aucune influence extérieure financière ou des lobbies ou ce genre de choses, ils parlent vraiment de ce qui se passe. Ils sont, voilà, ils sont réglo et d'autant plus que voilà, ils sont vraiment... c'est un média libre, donc il n'y a pas d'influence quelconque. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, Reporter. Vous pouvez les trouver sur Instagram, sur Internet, peu importe. Voilà, et donc du coup, vous pouvez faire des dons à ce journal. Je voulais en parler parce que c'est important. Et je veux encourager plus de médias libres, d'ailleurs aussi sur mes streams. Voilà. Donc Reporter va faire partie beaucoup de mes podcasts, de mes streams en général, ça c'est certain. Donc, je vais juste vérifier que sur la vidéo ça se passe bien, c'est très bien. Alors, à la COP26, les négociateurs pourraient prendre une décision inédite, celle d'intégrer la fin des énergies fossiles dans un texte de l'ONU sur le climat. C'est en tout cas ce que prévoit le brouillon d'accord qui a été révélé tôt ce mercredi 10 novembre. Donc Glasgow, Écosse, encore non définitif. Le document révélé ce mercredi 10 novembre donne une idée de l'avancée des négociations et des décisions qui pourraient être adoptées au terme de la COP26. Celui-ci évoque explicitement l'élimination progressive du charbon et des combustibles fossiles. Donc le charbon, ça a été déjà acté et signé par une partie des pays. Voilà, mais combustibles fossiles, donc on va parler du nucléaire, vous allez voir, c'est pas aussi facile. Bien qu'aucune date précise ne soit mentionnée, ce serait une première renaissance dans un texte onusien sur le climat, du rôle central des combustibles fossiles dans la crise climatique. Bon. Donc Clément Sénéchal qui dit c'est un très bon signe, porte-parole, Climat Greenpeace, interviewé par Reporter. Maintenant, il faut que les négociateurs tiennent bon face aux pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite, la Russie ou l'Australie qui vont pousser pour que cette mention disparaisse. Voilà. Autre point important, le brouillon d'accord se range à l'avis du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, selon lequel la limitation du réchauffement climatique de la planète à 1,5 d'ici 2100 nécessiterait une action significative et efficace de la part de tous les pays au cours de la décennie critique afin de réduire de 45% les émissions mondiales d'ici 2030 et d'atteindre un objet de zéro émission nette vers le milieu du siècle. Donc c'est très possible qu'on n'y arrive pas parce que il faut vraiment que tout le monde, que ce soit les pays, les entreprises des pays et les particuliers, changent drastiquement leur mode de vie. Mais en particulier les pays et les grandes entreprises, ceux qui polluent le plus dans ce monde, il faut qu'ils changent et ça c'est pas gagné. Donc,
Mais le texte observe avec une sérieuse inquiétude que les engagements actuels des États vont au contraire augmenter les émissions de 13,7 d'ici 2030. Là est le problème. Donc, il exhorte donc les États du monde à présenter de nouveaux plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux d'ici à la fin 2022. S'ils ne sont pas déjà faits cette année, ces plans devront comprendre des objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 afin d'éviter les engagements de trop long terme. C'est une demande polie pour que les pays fassent éventuellement mieux l'année prochaine, a ironisé Jennifer Morgan, directrice de l'exécutive de Greenpeace, voilà, international. Donc elle, littéralement, elle sait que ce qui est en train de se dire, c'est pas bon, quoi. C'est pas suffisant. Les négociateurs ne devraient pas penser à quitter cette ville avant d'avoir conclu un accord qui réponde dès à présent aux besoins actuels. Nous venons d'apprendre que nous nous dirigeons vers un réchauffement de 2,4 degrés, alors qu'on vient de lire, il faut que ça ne dépasse pas 1,5. On ne peut pas tout remettre à l'année prochaine. Voilà. Clairement pas. Donc les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique ont très mal accueilli la publication de ce texte. En effet, alors que les pays développés n'ont pas honoré leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an, 86 milliards d'euros dès 2020 pour aider à faire face au dérèglement climatique. Donc les aider, les pays en développement, donc c'est ce qu'on vient de lire dans l'autre article. Voilà. Le texte acte simplement que le fait que cette somme sera probablement atteinte d'ici 2023 et encourage les pays développés à mobiliser les fonds plus rapidement. Il n'y a aucune incitation à ce que ces États accélèrent le tempo. 2030 est devenu une échéance par défaut, précise Fanny Petitbon de l'ONG CARE. Voilà. Donc là, c'était lors de la COP à Glasgow. Voilà comment ça s'est un peu goupillé tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qui est attendu pour la fin de la COP, sachant que la fin de la COP se finit, si je dis pas de bêtises, dimanche, je crois. Donc, un texte définitif attendu ces prochains jours. Le rendez-vous manqué pour la promesse de 100 milliards de dollars n'est même pas reconnu. Alors que c'était une demande essentielle des pays vulnérables, c'est indigné en conférence de presse Mohamed Ado, directeur du groupe de réflexion sur le climat PowerShift Africa. Les pays vulnérables veulent des engagements chiffrés. La livraison des fonds sur l'ensemble de la période 2020-2024 doit être assurée, ce qui signifie que 500 milliards de dollars doivent être mobilisés sur cette période, a déclaré Mohamed Nachid, président du Climat Vulnérable Forum, une coalition mondiale de pays touchés de manière disproportionnée par les conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Tout en précisant donc que cet objectif ne représente qu'une fraction de ce qui est nécessaire pour transformer les pays en développement en économies résilientes et vertes. Donc voilà, c'est une fraction et voilà, il faut que ce soit fait rapidement. De même, les pays en développement demandaient un soutien financier additionnel pour compenser les pertes et dommages irréversibles générés par des catastrophes climatiques soudaines ou des phénomènes à l'occurrence lentes, comme la montée du niveau des mers et des océans ou la désertification des sols. Ce mécanisme, qui n'existe pas encore, est vaguement mentionné dans le brouillon de l'accord. Les prochains jours de négociation lui donneront-ils corps ? Le soutien aux pertes et dommages ne peut être laissé au hasard. Des actes de charité, a réagi Tracy Carty, chef de la délégation d'Oxfam à la COP26. Nous avons besoin d'un système de financement solide et de nouvelles sources de soutien pour les pays souffrant de pertes et dommages. La référence au financement reste malheureusement implicite et nécessite d'être écrite noir sur blanc, précise Fanny Petitbon de l'ONG CARE. De même, le texte ne donne pas de mandat au mécanisme de Varsovie qui permettrait enfin de se pencher sur les moyens de mobiliser et de distribuer les financements pour les pertes et dommages. C'est pourtant un élément clé pour mettre fin à l'inertie des pays pollueurs. Voilà. Donc d'ici sa publication sous sa forme finale espérée ce week-end, le texte fera probablement l'objet de plusieurs révisions. Son adoption nécessite un consensus de tous les États, loin d'être évident à obtenir. Les équipes de négociation travaillent d'arrache-pied en ces derniers jours de la COP26 pour transformer les promesses en action, a assuré le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il est temps pour les nations de mettre de côté leurs différends et de s'unir pour notre planète et nos concitoyens. Nous devons tout mettre en œuvre si nous voulons que le seuil de 1,5 reste à notre portée. Voilà. Donc il va y avoir des disputes, à mon avis, ce week-end, ça va être sympa.
Pardonnez-moi, je bois parce que je n'ai plus de voix. Enfin, c'est pas du gâteau, hein, tout ça. Hein. Donc voilà, c'est maintenant que tout se joue. Littéralement, c'est pour ça que je disais que la COP26, c'est vraiment le rendez-vous de l'année pour moi qui était le plus important. C'est parce que c'est maintenant ou jamais, quoi, littéralement. La communauté scientifique ne cesse d'alerter sur le désastre environnemental qui s'accélère et s'aggrave. La population est de plus en plus préoccupée et pourtant le sujet reste secondaire dans le paysage médiatique. Voilà. Ce bouleversement étant le problème fondamental de ce siècle, nous estimons qu'il doit occuper une place centrale et quotidienne dans le traitement de l'actualité. Contrairement à de nombreux autres médias, nous avons fait des choix drastiques, celui de l'indépendance éditoriale ne laissant aucune prise aux influences de pouvoir. Reporter est géré par une association. Alors voilà. D'intérêt général à but non lucratif, nous pensons qu'un média doit être informé et non être un outil d'influence et d'opinion au profit d'intérêts particuliers. C'est pour ça que je vous disais que Reporter, c'est bien, il faut soutenir ce média-là, les médias libres, comme ça, c'est génial. Celui de l'ouverture, tout notice sur nanana, voilà. Donc en résumé, Reporter, donc là ils sont en train de parler du coup de leurs articles et tout, voilà. Voilà, transparente, accessible sur toutes les questions de partie solution, voilà. Donc, voilà. Il vous incite du coup à... Enfin, il vous invite, pas il vous incite, attention, il vous invite à les soutenir. Pardon. Et je vous invite, et je vous incite, moi, à les soutenir parce que c'est bien, voilà. Ils sont très, très réglo, ils sont très... très transparents avec ce qu'ils font, pourquoi ils le font, qui les soutient ou pas, vous voyez ce que je veux dire, donc... Ça, c'est un média en qui on peut avoir confiance et se nourrir. Voilà. Il devrait être plus connu et être mis plus en avant. Donc, voilà. Donc, merci Reporter pour cet article de qualité. Donc, comme vous avez bien compris, il y a une décision qui doit être prise par rapport à l'abandon des énergies fossiles, dont le problème du nucléaire. Et là maintenant on va vite fait, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle de la COP et on s'éternise un petit peu, mais c'est pas grave, de toute façon ce sera le dernier article je suppose pour aujourd'hui, avant de parler des châtaignes du coup. Donc j'en avais pris plusieurs, mais on va parler de celui-ci. Voilà, et là ça c'est pas bon ça c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je vous dis que la COP26, il y a Greta Thunberg qui était présente à la COP26 et qui est partie à un moment donné en disant en anglais thanks for the greenwashing. Donc elle a dit haut et fort devant tout le monde merci pour le greenwashing. Voilà, c'est un petit peu ça. Malheureusement on a beaucoup de greenwashing et vous allez voir que ça, ce qu'on va lire là maintenant, c'est du greenwashing. Et ça me met en colère parce que si vous avez vu mon premier... c'était ma première matinale où je parlais du nucléaire. Pardonnez-moi. Donc si vous avez vu ma première matinale où on parlait du nucléaire, je vous ai montré noir sur blanc, je vous ai expliqué comme j'ai pu que 58 centrales nucléaires pour la France c'était beaucoup trop, dont des centrales nucléaires qui ont plus de 36 ans. Et donc là, M. Macron lance une construction de nouveaux réacteurs. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en dit, mais on va pas dans le bon sens malheureusement là. Donc Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France lors de son allocution télévisée mardi 9 novembre. Trop cher et trop lent et trop dangereux. Le nucléaire est obsolète. On réagit en colère les écologistes. C'est moi. Bonjour, je suis en colère, j'en ai marre, c'est dangereux. Vous comprenez rien, pourquoi vous faites ça? Voilà. Donc fin du suspense. Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France lors de son allocution télévisée consacrée à la pandémie. À la reprise économique et aux réformes, mardi 9 novembre à 20h, cette déclaration officielle confirme pour la première fois la volonté du gouvernement de mener à son terme le projet de construction de 6 nouveaux ERP2, des ERP simplifiés à l'étude depuis plusieurs années.
Nous allons pour la première fois depuis des décennies relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer le développement des énergies renouvelables, a ainsi déclaré le président de la République. Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol, a-t-il ajouté, arguant que ces investissements nous permettraient d'être à la hauteur de nos engagements au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow. Ouais. Ce projet est à l'étude depuis plusieurs années. En août 2018, le quotidien des Échos dévoilait un rapport commandé par le ministre d'économie Bruno Le Maire et le ministre de la Transition écologique et solidaire de l'époque Nicolas Hulot, qui préconisait donc la construction de 6 nouveaux EPR à partir de 2050 pour maintenir les compétences de la filière nucléaire française. Depuis, l'État et EDF avancent main dans la main, dans la plus grande discrétion, dans la mise en œuvre de ce chantier. Bien évidemment, hein, ça ils le médiatisent pas. Ils n'ont pas envie d'avoir à faire des manifestations, mais maintenant il va y avoir droit aux manifestations. En novembre 2020, un reporter rendait public un rapport prévoyant le financement par l'État de la moitié des 47,2 milliards que devaient coûter ces nouveaux équipements nucléaires. Un mois plus tard, les sites convoités par l'électricien étaient dévoilés. Donc il y a Penly en Seine-Maritime, Gravelines Hauts-de-France, Buguet 1 ou Tricastin en janvier 2021, d'après qu'EDF avait déjà commandé des pièces forgées. Voilà. Donc en gros, ils vont rajouter des réacteurs aux emplacements existants. Ce qui veut dire que malheureusement pour vous, mesdames et messieurs, ceux qui vivent proches de toutes ces villes-là qui sont marquées juste ici, eh bien vous allez avoir droit à du remue-ménage nucléaire encore à côté de chez vous. Voilà. Voilà. Donc c'est sympathique. Voilà. Après, donc ça, ce sera terminé fin 2022. Après, vous allez me dire que ça, c'est de l'énergie verte. Hein. C'est une blague. Alors, en principe, la décision de construire de nouveaux réacteurs ne devrait pas intervenir avant la mise en service de l'EPR de Flamanville prévue. Donc l'élection présidentielle à venir en avril 2022 d'une part, de sondages commandés ces dernières semaines par le groupe nucléaire français Orano, puis les Échos suggèrent qu'un nombre croissant de Français sont favorables à l'énergie nucléaire. Le président candidat doit se positionner sur la question de l'atome pour faire face à ses concurrents, notamment de droite. Lundi 8 novembre, lors de leur débat sur LCI, les candidats, les républicains ont tous annoncé leur volonté de lancer la construction de nouveaux réacteurs. Et Éric Zemmour dit nouveau réacteur. Non mais écoutez, s'il y a Monsieur Zemmour au deuxième tour, moi écoutez, je sais plus. Hein. Moi je peux pas. Hein. Je ne peux pas. Quand je lis ça, je suis outrée. Je peux pas rester calme. Je ne peux pas. Voilà. Donc, je comprends pas. Je comprends pas où on va. Je comprends pas ce qui se passe. Moi, je trouve ça complètement ahurissant, littéralement. Éric Zemmour, 10. Mais d'où il... Je ne dirai plus rien parce que je vais m'énerver. D'autre part, lorsqu'il a dévoyé ses 6 scénarios énergétiques pour 2050, le 25 octobre dernier, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension RTE a présenté comme plus facile à mettre en œuvre et moins coûteux ceux prévoyant la construction de nouveaux réacteurs à partir de 2035. Tant pis s'il repose sur une hypothèse de consommation électrique à la hausse dénoncée par les écologistes. Ces scénarios ont donné des ailes à EDF. Ouais. Lors d'une conférence de presse le 8 novembre dernier, l'électricien s'est dit prêt en cas de lancement d'un programme de construction. Bah oui, financièrement parlant, il est prêt, lui. Il s'en fout. Reste à savoir si ces déclarations tonitruantes et cette confiance conquérante ne relèvent pas de la pensée magique. Selon un document de travail daté d'octobre dévoilé par le média Contexte, le gouvernement ne tablerait pas sur une mise en service
de nouveaux EPR avant 2040. Le coût du programme est réévalué à la hausse, 64 milliards d'euros au lieu de 56 milliards. Donc il faut bien rappeler que si on évitait de construire ce genre de truc, il y aurait peut-être un peu plus d'argent disponible pour les pays en voie de développement pour les rendre un peu plus durables, voilà, au niveau énergétique. Mais non, ils préfèrent construire des trucs comme ça, c'est pas grave. Tout va bien. Donc la réalité est que pour l'heure, un seul des EPR lancés dans le monde depuis 2005 a pu être achevé et mis en service, celui de Taishan en Chine. L'un de ces réacteurs a dû être mis à l'arrêt en juillet dernier à cause d'une accumulation de gaz rare. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, là. Ça, voilà. Ça, on n'est pas à l'abri en France. L'un de ces réacteurs, donc le truc, il a été construit en 2005, d'accord? Il a dû être arrêté parce que l'un de ces réacteurs a dû être mis à l'arrêt en juillet dernier à cause d'une accumulation de gaz rares radioactifs dans son circuit primaire. Moi, ça me... Regardez bien. L'annonce d'Emmanuel Macron a fait bondir les écologistes. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron se contente de miser sur le nucléaire comme seule et unique solution à la crise énergétique et climatique. Quel manque de vision sur la transition écologique. L'annonce de la relance du nucléaire était certes prévisible, mais elle est incroyable et presque illégale sur la forme. Un débat national étant nécessaire, a écrit le député écologiste du Maine-et-Loire Mathieu Orphelin, porte-parole de Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Voilà. Même indignation bien sûr, du côté de Greenpeace, voilà. Annoncer une relance du nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs alors que l'industrie nucléaire entraîne des fiascos est totalement déconnectée de la réalité. Trop cher, trop lent, trop dangereux, le nucléaire est obsolète dans un contexte. Voilà, on l'a déjà lu. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est quand même aberrant, voilà, c'est ça. C'est que Macron revient sur son engagement de ne pas lancer de nouveaux réacteurs avant la mise en service de l'EPR de Flamanville. Il est encore une fois dans un déni démocratique en ne consultant ni le Parlement, ni l'ensemble des citoyennes et citoyens sur le choix de société. Donc, littéralement, il prend des décisions, sachant que, voilà, il y a les élections, je veux dire, en avril, c'est pas dans... Et en plus, où est la démocratie quand on ne consulte pas le peuple pour de telles choses? Où est la démocratie en fait? Donc là maintenant, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, à vos votes quoi. À vos votes en avril, hein, parce que... Donc, petit récapitulatif de cette COP26. Beaucoup de greenwashing, insatisfaction, incompréhension, toujours des enjeux financiers qui bien évidemment voilà, sont en désaccord avec le développement durable et là où on devrait aller. Des pays qui s'en foutent et qui continuent d'utiliser le charbon et qui continueront, je pense, voilà. Parce qu'il faut bien penser une chose, c'est que même si il y a, je sais pas moi, la plupart des pays qui font de drastiques efforts pour l'écologie, mais que les plus gros de ce monde continuent à polluer et de plus en plus, ça ne va pas faire descendre la barre des degrés en plus drastiquement, ce qui veut dire que le problème, c'est que non, on va pas arriver à 1,5, on va forcément les dépasser ces degrés. Voilà. Donc en fait, la COP26 a duré 2 semaines et n'a pas servi à grand chose. Voilà. Le résumé, c'est ça. C'est aussi triste que ça, mais c'est la vérité. Voilà. Voilà.
Et alors Zemmour qui, s'il passe, s'il est élu, veut construire 10 réacteurs. Alors je sais pas si c'est une manipulation pour que les gens ne votent pas Zemmour et qu'on se rabatte sur d'autres. Parce que c'est tellement gros, pittoresque, ridicule et que sais-je... enfin, que littéralement, je pense que voilà, il n'y a pas grand monde qui va vouloir voter pour lui, hormis, j'en sais rien, moi, des gens qui comprennent pas grand-chose à l'écologie et j'en sais rien, enfin, je sais pas comment on peut voter pour un tel humain aussi pourri, misogyne, et... Enfin, c'est clairement, je crois, un personnage répugnant. Voilà. Donc, si on avait ça à la tête de notre pays, ce serait littéralement une honte. Une honte. Voilà. Donc, je vous invite à ne pas voter pour lui. Parce que là, entre le personnage et ce qu'il veut faire, c'est une catastrophe. Voilà. On se plaignait de Trump ? Ben, ne votez pas Zemmour alors. Voilà. Parce que si Zemmour y passe, ça va être du Trumpisme. Voilà. En France. Ça va être sympa. Mais il passera pas. J'ai foi en vous, les Français. Il passera pas. Ne votez pas Zemmour. Peu importe que vous soyez de gauche ou de droite, ne votez pas pour lui, vous allez le regretter. Croyez-moi. Ça va pas être du cadeau. Hein. Cadeau. Ah, quel fou. Bon, du coup, je suis désolée, hein, c'est pas une note positive cette code 26. Malheureusement, il fallait s'y attendre. Voilà. Donc on va parler du coup de la châtaigne pour avoir un petit quelque chose un peu plus léger pour finir cette lourde matinale. Que je vous avoue, j'avais envie de la faire, hein, parce qu'il fallait la faire, mais j'étais pas motivée dans le sens où je suis tellement déçue de la COP que c'est compliqué d'en parler et de ne pas vous démoraliser, quoi. Mais en même temps, il faut dire les choses, quoi. Et je pense que si on les dit, ça fait réagir les gens et ça peut donner un mouvement positif à tout ça. Donc voilà, je compte sur vous pour... Je compte sur vous pour avoir envie de participer à quelque chose de bénéfique pour tout le monde et pour la planète et d'agir en conséquence. Voilà. Donc, la châtaigne, cette petite chose très mignonne qui se trouve dans des bogues. Donc, c'est un aliment calorique, donc idéal pour les sportifs. Alors, il faut bien savoir que la châtaigne, à l'époque de nos grands-parents, les gens qui vivaient à la campagne, qui ne pouvaient pas avoir accès peut-être à la viande ou à des choses, je dirais, chères, se nourrissaient beaucoup de la châtaigne parce que c'est nutritivement parlant très très dense, très intéressant. Et ça tenait au corps l'hiver, quoi. Donc elle est aussi reminéralisante en potassium, vitamine E et C, participe grandement à la couverture des besoins en fibres et favorisant la satiété. Voilà. Donc sachez que c'est la saison, vous pouvez aller les cueillir directement. En fait, vous les ramassez, en fait, alors elles tombent de l'arbre. Si vous allez les cueillir, les prendre, mettez des gants, comme ça vous arrivez à ouvrir un peu les bogues, parce que des fois les bogues sont pas ouverts à 100%. Méthode de préparation, soit vous les mangez cuites au feu de bois, soit vous les faites bouillir et vous les conservez en bocaux, soit vous faites de la confiture de châtaigne, ou alors vous pouvez carrément faire de la farine si vous êtes motivé, sachant que déjà la confiture c'est un lourd travail, parce que moi je l'ai fait à la main, et croyez-moi, j'avais des cloques et tout, donc c'est long et fastidieux, mais ça en vaut la peine parce que c'est délicieux. Voilà, et sinon ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait et c'était absolument délicieux, c'est une soupe veloutée de potiron avec de la châtaigne dedans, et croyez-moi, c'est une tuerie. Voilà, donc on appelle les châtaignes les fruits du châtaignier, Castanea sativa de nos forêts, mais saviez-vous qu'on appelle les marrons les plus grosses châtaignes lorsqu'une seule graine se développe dans une bogue. Voilà.
Voilà, donc il faut faire attention. En fait, quand on parle de marron, on parle de châtaigne, c'est juste la taille qui diffère. Sachez-le, parce que le marronnier n'est pas comestible en fait. C'est le même arbre, hein. C'est juste que les châtaignes sont plus grosses en fait. Voilà. Donc en effet, rares sont les fruits aussi nutritifs, minéraux, fer, phosphore, cuivre, vitamine B, C. La châtaigne est surtout riche en amidon résistant, c'est-à-dire digéré lentement et incomplètement. Donc c'est mieux que les pâtes et tout ce genre de choses, par exemple pour le gluten. Enfin, il n'y a pas de gluten pour l'amidon, vous voyez ce que je veux dire. La prévention des maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypercholestérol, l'obésité. En outre, la châtaigne bien cuite est tolérée par les intestins fragiles. Donc voilà, le tout c'est de bien la cuire. Voilà. Donc je vous invite à essayer d'en trouver près de chez vous, si c'est un fruit que vous trouvez pas loin de chez vous. Si vous avez la possibilité financière d'en acheter un petit peu, je vous le conseille. Sinon, je vous invite à acheter de la farine de châtaigne, ça on peut en trouver facilement partout. C'est un peu moins cher que bien évidemment la châtaigne telle qu'elle. Et vous faire des gâteaux à la farine de châtaigne, voilà. C'est très très bon et franchement c'est un fruit qui est très intéressant sur le plan gustatif et le plan nutritif. Bien, j'écourte un peu parce que ça fait 50 minutes qu'on parle et voilà. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas démoralisés par rapport à cette COP26, même si c'est pas évident, je le conçois. Il faut qu'on garde espoir, il faut qu'on aille de l'avant, il faut que les jeunes soient tous raccords pour aller vers une démarche écologique. Il faut que les jeunes, d'ailleurs c'était les jeunes qu'on voyait manifester partout vers la COP et compagnie. Je veux dire, j'ai foi en vous les jeunes de mon âge, les jeunes plus jeunes, tout ça. Il faut voter, ceux qui peuvent voter. Là, il va falloir voter. Il va falloir s'indigner. Il va falloir que le peuple reprenne le pouvoir par rapport à ça. Il faut arrêter de donner notre avenir à quelqu'un. Vous vous rendez compte, notre avenir est presque dans les mains de une ou deux ou trois, quatre, cinq personnes. Enfin, j'en sais rien. Il faut que l'avenir de la France ne soit pas juste dans les mains du président. Il faut qu'elle soit dans les mains du peuple. Donc votez, 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 votez. Je ne le dirai jamais assez. Là, il va falloir voter. Il va falloir prendre des choses... voilà. Et surtout, ne vous laissez pas faire. Continuez à avoir des opinions par rapport à ça. Continuez à vous battre. Continuez à manifester. Tout en étant pacifique. Hein. Quand je dis battre, c'est de vous faire entendre. De vous faire... voilà. Il faut pas qu'on se taise. Il faut pas qu'on se taise. Et c'est pour ça que j'ai fait ce stream. C'est parce qu'il y en a marre, en fait. Il y en a marre. Je veux dire, moi, à la base, c'est pas mon boulot, c'est pas mon métier, j'ai pas une formation de streameuse ou que sais-je. Voilà, je suis sophrologue naturopathe, j'ai fait 3 milliards de métiers dans ma life. Je suis pas la meilleure oratrice, mais j'essaye de l'être pour qu'on m'écoute avec envie. Et je remercie encore les gens qui me suivent aujourd'hui parce que ça m'encourage dans ma démarche à continuer et je vous remercie du coup de me soutenir et de continuer à être là et tout. Merci. Et s'il vous plaît, essayez de partager ces informations, essayez de faire, de apprendre aux autres, leur apprendre des choses pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, c'est important. Et c'est pour ça que je suis là aussi sur Twitch et donc aussi en rediffusion sur YouTube. Voilà, sachez que du coup, tous mes Twitch, tous mes lives sont dispo sur YouTube. Parce que sur Twitch, les anciens, je crois qu'à un moment donné, ils s'effacent, voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder les anciens sur mon YouTube. Vous avez tous les liens dans la description. Essayez de me suivre aussi sur Instagram et sur Twitter. J'essaye d'être assez active. Il n'y a pas grand monde qui me suit pour le moment, mais j'essaye de publier, etc. Des articles et tout. Plus de monde en sera, plus je pourrai être active, etc. Voilà. En tout cas, merci. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail. Je rappelle, en ce moment, mon activité principale, c'est ce stream. Donc, je serais très reconnaissante si vous pouviez me soutenir, que ce soit par Utip avec un don ou un achat d'un goodies à l'effigie de mon logo que j'ai essayé de faire très sympa pour que ce soit joli sur les mugs et les t-shirts. Voilà. Je vous dis du coup à lundi. Passez un agréable week-end. Je vous remercie.
Voilà. Et voilà. Donc on se voit la semaine prochaine. Je voulais vous dire aussi une chose. Je sais pas si je vais faire ça sur cette chaîne ou pas. Mais voilà, donc je peins. Et je sais que sur Twitch c'est apprécié, les gens qui font de l'art. Les gens en général aiment bien regarder les peintres, ceux qui dessinent, les illustrateurs et tout. Néanmoins, ma chaîne ne parle pas d'art. Donc, je sais pas. Dans l'absolu, je pense que je vais le faire sur cette chaîne. Peut-être que vous me verrez streamer aujourd'hui un peu de peinture. Et peut-être que du coup, on pourra essayer de se rencontrer, de discuter. Voilà, je sais pas sûr, c'est une idée. Je me suis dit que ça serait peut-être bien de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, donc je vais voir, c'est peut-être pas de suite, peut-être dans quelques temps, on verra bien. En tout cas, merci 1000 fois de me suivre et de m'écouter. Faites passer le message, c'est important ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est malheureusement assez décevant, mais ça, on va pas en rester là. On va pas laisser les dirigeants faire notre avenir pour nous. Je veux dire, nous, on a tout un avenir à bâtir. Donc voilà, il faut qu'on prenne les choses en main. C'est pour ça que je dis, réfléchissez bien, votez bien. Ne vous laissez pas faire. Si vous avez des projets qui suivent cette démarche-là, réalisez-les. Montez des associations, des groupes. N'hésitez pas. Chaque chose que vous pouvez faire, c'est un grand pas vers l'avenir. Dans le bon sens. Merci 1000 fois. Bon week-end à vous. Passez une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.